Oui, non, c'est tout à fait exagéré, même erroné, de me présenter comme le père fondateur d'une procédure qui est défendue depuis des siècles. Ça a commencé avec Condorcet, donc au XVIIIe. Donc c'est tout à fait extravagant de me présenter comme le père du RIC. Souvent, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça relève d'une manœuvre qui consiste à associer cette procédure exceptionnelle, essentielle, à une personne, pour ensuite discréditer cette personne en discréditant la procédure dans le même geste, sans avoir à argumenter sur le fond. Cette procédure est si puissante et si utile au bien commun qu'il va être très difficile pour je les appelle des voleurs de pouvoir, d'argumenter sans montrer aussitôt qu'ils sont des ennemis du peuple, des démophobes. Et pour éviter d'avoir à argumenter sur le fond, ils utilisent toutes sortes de manœuvres, à commencer par celles qui consistent à ne pas nous faire passer dans leurs médias. Le mouvement des Gilets jaunes, là, est parti sur une maltraitance si forte qu'elle a poussé les gens dehors. Ça arrive souvent dans l'histoire des hommes, un peu partout, les humains se révoltent contre des mauvais traitements. Qu'est-ce que vous appelez par mauvais traitement, juste pour comprendre? C'est qu'ils n'arrivent plus à survivre. Hein. Vous avez des femmes qui sont à temps partiel contraint, qu'on rencontre sur les ronds-points et les péages, là, qui sont à temps partiel, donc qui gagnent rien, qui gagnent 800, 900 euros, qui gagnent 900 euros, et qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Et il y a plein de femmes sur les ronds-points. Et quand les femmes sont dehors, c'est qu'il va se passer quelque chose. C'est que ça barde. Et poussés dehors de chez eux par de mauvais traitements, ils commencent par formuler, au bout d'une semaine, ils avaient déjà formulé des doléances. Alors des doléances, c'est des requêtes législatives. Ce sont des décisions à prendre. Ce sont des lois à voter. Mais comme d'habitude, c'est le cas général, ils sont habitués à ne pas décider eux-mêmes et donc ils sont conduits à se tourner vers des élus, des gens qui sont des êtres supérieurs, à qui ils implorent maître, soyez un peu moins cruel, un peu plus de salaire minimum, un peu moins d'impôts, arrêtez de détruire nos services publics. Et c'est parce que c'est tout ce qui nous reste. Nous n'avons dans nos institutions pas d'autre moyen que de quémander auprès d'êtres supérieurs que sont les élus d'un peu moins mauvaises décisions. Mais au milieu de ces doléances, en le sachant ou pas, je ne sais pas comment ça s'est passé, puisque j'y étais pas, mais est apparu dans la liste une sorte de pépite, quelque chose de tout à fait différent, qui s'appelle le référendum d'initiative populaire, qui n'est pas du tout une loi, qui n'est pas une décision à prendre, qui est une façon de prendre les lois, une façon de décider, une façon de choisir les sujets et une façon d'opiner, de donner son opinion, de participer à la décision. Et ça, c'est absolument décisif. Et ce qui est très spectaculaire, c'est qu'ils ont assez rapidement, il a fallu à peine une semaine, pour qu'ils comprennent l'importance de cette ligne dans leur liste de doléances et qu'ils en fassent une priorité, parce qu'ils ont bien compris très vite que cette ligne-là, cette institution-là, allait leur donner l'accès à toutes les doléances, et plus encore. C'est-à-dire, en fait, ça allait leur donner l'accès à une part de souveraineté. Donc, le RIC, c'est pas une loi à prendre, c'est une façon de décider les lois. Une façon dans laquelle le peuple est à la fois à l'initiative de la loi et à la décision. Ce que le peuple va voter va devenir une loi. C'est tout à fait décisif et tout à fait révolutionnaire que le mouvement populaire s'empare prioritairement de cet aspect-là, de l'aspect constituant. Et les puissances. Vous parliez d'autres exemples de mobilisation régulière. Je pensais, moi, vous vous souvenez des manifestations du lundi en Allemagne de l'Est ? Oui, pareil. Quand ce prêtre avait invité les Allemands de l'Est à sortir de chez eux une fois par semaine et se réunir, je crois, c'était devant les églises, et qu'il neige, qu'il vente. Ils étaient obstinés, c'était devenu des centaines de milliers de personnes qui manifestaient tous les jours, et ça avait participé à la chute du mur. J'ai de plus en plus l'impression que l'Internet, en nous connectant de façon aussi rapide et générale, permet à chacun d'entre nous
de devenir comme un neurone d'un cerveau collectif qui nous échappe. Enfin, je ne suis pas sûr que chacun de nos neurones ait la conscience du cerveau qu'il produit. Et de la même façon, je ne suis pas sûr que nous autres citoyens nous rendions compte complètement de ce que le cerveau collectif est en train de produire. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une conscience générale qui arrive à augmenter grâce à notre interconnexion, je trouve. Ce qui serait intéressant pour parler du RIC, c'est tous les partis, il y a une quinzaine d'années, présentaient le RIC dans leur programme politique. Et quand ils ont eu le pouvoir, aucun d'entre eux ne l'a mis en place. Donc en fait, le RIC était, pour ces gens-là, je ne dis pas du tout que ce soit la même chose pour le PR évidemment, mais tous ces gens-là présentaient le RIC comme un argument de vente, mais avec la détermination... Enfin, moi, j'en ai la conviction de jamais l'appliquer, puisque le RIC, digne de ce nom, retire en quelque sorte une partie du pouvoir aux élus, aux candidats et aux élus. Donc, c'est pas une discussion en l'air de savoir, dans votre esprit, quelles sont les modalités du RIC. Est-ce que c'est un RIC en toute matière? Est-ce qu'il y a des garde-fous? Lesquels? Et ça pourrait faire l'objet d'une discussion très intéressante, parce que, en fait, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que c'est au-dessus des forces d'un candidat à l'élection, et à plus forte raison d'un élu, d'instituer lui-même cette procédure qui serait capable de le déposséder de son pouvoir. Je dis ça en disant... c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux élus d'écrire la Constitution, puisque le RIC fait partie de la Constitution. Un référendum d'initiative populaire, ça fait partie des institutions. Et il me semble que ça devrait pas être aux élus d'écrire ces règles. Et j'appelle de mes voeux, je sais pas si c'est possible, et si c'est pas possible, il faudra qu'on l'écrive nous-mêmes, mais il me semble que notre paysage politique manque d'un candidat capable de rester le même une fois élu, qui serait capable de dire je promets de ne pas écrire la Constitution parce que je serais en conflit d'intérêts si j'écrivais la Constitution, et je promets, si je suis élu, de mettre en place un processus constituant populaire dans lequel, moi, candidat, je n'interviendrai pas. Etienne Chouard. Alors, ok, bien sûr, sur la multiplicité des lois, la complexité des lois, il n'est pas question de faire voter toutes les lois par les citoyens. Exactement. Donc il n'est pas question de démocratie directe. La démocratie directe, ce serait comme dans les cantons suisses où les Suisses votent leurs lois à main levée, toutes leurs lois. Dans un seul canton. Un seul canton, oui, mais c'était tous avant. C'est Appenzell-Nord, je ne sais pas oui, quoi. Mais ils sont en train de perdre leur démocratie, eux. Donc les Suisses sont dans un processus de dégradation démocratique, où ce que j'appelle les voleurs de pouvoir sont en train de reprendre tout le pouvoir, sont en train de s'émanciper de tout contrôle. Et les Suisses sont en train de perdre leur démocratie. Donc, mais il n'est pas question de ça. Sur un référendum d'initiative populaire, la problématique est de se demander, est-ce que, de notre propre initiative, nous pouvons, parce que nous le jugeons important, déclencher des initiatives sur tous les sujets? Et alors, c'est pas du tout pareil. Il ne s'agit pas de voter sur toutes les lois. Il s'agit de savoir si nous sommes souverains en toute matière, ou bien si des domaines nous sont interdits, comme par exemple en Italie, ils ont un référendum d'initiative populaire, là aussi, je crois que c'est 1% de la population, et par contre, ils ne peuvent pas déclencher d'initiatives en matière fiscale. Mais pourtant, nous, on a plein d'idées, d'initiatives qu'on voudrait bien pouvoir pousser en matière fiscale. Ils ne peuvent pas non plus lancer d'initiatives en matière de traités. Mais nous, on a plein d'idées sur des traités que nous voudrions reconsidérer et dénoncer par référendum d'initiative citoyenne. Et en fait, donc les médias aujourd'hui, les médias des riches, là, ce que j'appelle la Pravda des milliardaires, ces gens qui prétendent disent la vérité et puis qui font que mentir à longueur de journée, ces gens-là agitent, quand on parle de référendum d'initiative populaire, des chiffons rouges qui sont un marronnier, c'est-à-dire que c'est tout le temps la même chose. Ils nous disent, si on donne au peuple la possibilité de déclencher des initiatives populaires, ils vont rétablir la peine de mort, ils vont interdire l'avortement, ils vont chasser les étrangers, ils vont spolier les riches, enfin que sais-je encore. Et ces gens-là, ces voleurs de pouvoir, ces voleurs de parole,
juchés de je ne sais quelle hauteur, sur je ne sais quel promontoire, disent le peuple peut être souverain peut-être, oui, on va voir le RIC, mais pas à n'importe quelle condition. Et ces gens-là, du haut de je ne sais quelle autorité, se permettent de dire le peuple ne sera pas souverain là et là et là. Mais Pourquoi ? je ne vois pas, en termes de philosophie politique, donc au plus haut niveau de la réflexion qu'on puisse avoir, je ne vois pas de quelle hauteur un citoyen pourrait dire le peuple dont je fais partie, mon peuple, ne pourra pas être souverain là et là. Si on est démocrate, il faut se préparer à l'idée que de temps en temps, le peuple va prendre, y compris sur des sujets que je considère comme importants, des décisions qui ne sont pas celles que j'aurais prises moi, et qui vont me fâcher parce que je trouve que c'est grave. Et oui, mais comment on fait autrement ? Si vous n'êtes pour la démocratie qu'à condition que le peuple ne prenne que des décisions qui aillent dans votre sens pour tout ce que vous considérez comme important, vous n'êtes pas démocrate, vous êtes un tyran, quoi. Hein. Donc, je comprends bien ce qui amène les gens à avoir, en ayant peur de voir rétablir la peine de mort ou rétablir l'interdiction de l'avortement, qui serait, de mon point de vue aussi, bien sûr, des catastrophes, en tout cas des choses graves. Je comprends bien ce qui les amène à avoir peur que ça advienne, mais je ne vois pas du tout de quelle légitimité, de quelle autorité ils peuvent interdire au peuple ces domaines qui sont... Enfin, pour moi, en démocratie, le peuple n'a pas tort ou raison. En démocratie, le peuple décide, puis un point, c'est tout, quoi, hein. Alors, après ça, par les procédures, et c'est ça qu'on fait dans nos ateliers constituants, c'est que par les procédures, on fait attention à donner au peuple à la fois le temps et la mise en scène des conflits qui va permettre d'éclairer l'opinion et donc d'éviter au maximum les erreurs, en prévoyant que jamais entre l'initiative et le vote, l'initiative c'est quelques centaines de milliers de personnes, ou quelques dizaines de milliers, c'est à nous de décider, ou avec des filtres éventuellement, c'est à nous de décider. Entre l'initiative et le moment du référendum, si on prévoit qu'il y a non pas 3 mois ou 1 mois, parce qu'on sait si on fait ça, on va décider sous le coup de la colère ou des affects, et on va prendre de mauvaises décisions, on risque de prendre de mauvaises décisions. Si par les institutions, nous nous obligeons nous-mêmes, quand on fait nos ateliers constituants, on s'oblige nous-mêmes à respecter un délai qui est de 6 mois ou 1 an, quand c'est des sujets compliqués comme la peine de mort, l'euthanasie, des sujets vraiment où il y a vraiment des avis pour argumenter, des avis contre qui sont argumentés, et où pendant 1 an, on va mettre en scène les controverses multiples sur la chaîne du référendum ou sur le site du référendum qu'il faut que nous instituions parce que la mise en scène des conflits, c'est absolument essentiel pour éclairer l'opinion. Si par ce temps que nous imposons, et si par les outils que nous nous donnons, site du référendum, télé du référendum, nous obligeons les opinions contraires à être mises en scène les unes face aux autres, si à l'issue de ce processus, le peuple décide A ou B, décide une chose ou une autre sur un sujet, eh bien oui, le peuple de temps en temps va se tromper, mais comme si les élus ne se trompaient pas. Bien sûr, les élus se trompent aussi. Oui, quand on prend des décisions publiques, on prend le risque de se tromper. Et le peuple aimerait bien, pour une fois, commencer à se tromper lui-même. Je pense que si la Constitution est le sommet de l'état de droit, qui est pyramide de Kelsen. Une pyramide juridique, je suis d'accord avec ça. Il me semble que la Constitution n'est pas un objet juridique du tout. C'est un objet qui est si haut que c'est un objet politique. Il me semble que les citoyens devraient écrire eux-mêmes la Constitution, devraient ensuite la contrôler, et que c'est la constituante qui devrait être composée de simples citoyens. Il peut y avoir des juristes dedans, mais il ne faut pas que ce soit du tout que des juristes. Il faut qu'il y ait des simples citoyens dans la constituante, et que cette constituante devrait rester mobilisée, c'est elle qui devrait être Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que ce devraient être les citoyens qui vérifient eux-mêmes la bonne application de leur constitution. C'est pas du tout un problème de juristes. Le problème des juristes, c'est qu'ils sont extrêmement conservateurs. Le fait même, la nature même de leurs études les conduit à être... Ce sont les gardiens du temple, donc ils apprennent beaucoup de... J'en sais quelque chose, ils apprennent le droit par cœur, ils apprennent beaucoup de droit, et comme naturellement, quoi. Ils en arrivent à devenir très, très, très conservateurs. Je trouve que ramener le contrôle de la constitutionnalité à un problème de droit nous prive d'un outil politique absolument décisif. Le problème de ce texte, c'est que précisément, nous ne sommes pas représentés. Les banques sont représentées, les riches sont représentés, mais à partir du moment où le texte supérieur met en place une procédure qui est l'élection parmi des candidats qu'on peut aider...
ceux qui ont les moyens d'aider gagnent à tous les coups. Et du même coup, c'est ceux qui ont les moyens d'aider qui ont des représentants. Donc les banques sont représentées par Hollande, Sarkozy, Macron, et nous sommes représentés par personne. Le problème, c'est que nous sommes dans une prison politique que nous n'arrivons pas à identifier comme telle. Ce texte, tout le monde s'en fiche. Enfin, ça commence à changer, justement, précisément, avec les Gilets jaunes et ceux qui les suivent. Mais il est temps, quoi. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas identifié ce qui nous emprisonne, le texte dans lequel nous n'avons aucune puissance politique pour résister aux trahisons de ces prétendus représentants, on n'arrivera pas à s'émanciper. Donc il faut prendre le problème à la racine. Dans les ateliers, on réécrit complètement la Constitution. D'abord, on étudie celle-là point par point, et parmi les premiers ateliers, il y a des ateliers de lecture où nous apprenons à lire entre les lignes. C'est-à-dire que, par exemple, quand dans l'article 3, on nous dit « la souveraineté nationale appartient au peuple », yes, qu'il exerce, super, par ses représentants. On réfléchit, on s'aperçoit que c'est une arnaque, parce que s'il l'exerce par ses représentants, c'est qu'il ne l'exerce pas. Donc, on s'entraîne à écrire. Et alors, c'est étonnant, parce que quand on prend n'importe quel article de la Constitution, enfin de l'anti-Constitution, il ne faut pas l'appeler Constitution, c'en est pas une, c'est une prison, c'est une protection. Mais quand on prend n'importe quel article au sort, vous prenez n'importe quel article, vous allez trouver notre dépossession. Alors, il faut y réfléchir, parce que c'est une absence, donc ça ne se voit pas. Il est écrit nulle part, le peuple n'a aucun pouvoir, il est sous la tutelle de ses maîtres. Mais c'est une absence qui s'observe quand on prend l'article. Quand on prend l'article et qu'on le désosse, on dit où est-ce que nous sommes, et on voit bien que nous ne sommes nulle part. Donc, première activité constituante, apprendre à lire pour s'apercevoir comment ce texte nous dépossède de la puissance politique. Et ensuite, atelier d'écriture où nous écrivons nous-mêmes. L'article que vous venez d'évoquer qui existe dans la Constitution actuellement, voilà exactement, article 3, pardon. Donc, l'article qui est proposé dans l'un de vos ateliers, donc c'est la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Voilà, donc en fait on a ajouté, ça c'est la proposition de l'association Article 3 qui travaille sur le référendum d'initiative populaire depuis des décennies, qui est animé par Yvan Bachot, qui est un héros de 80 ans et qui doit être heureux de ce qu'il voit aujourd'hui. Il voit son idée, force qui enfin débouche dans l'agenda politique de son pays. Et donc là, j'ai repris simplement sa proposition d'article 3, nouveau, c'est-à-dire qu'on y ajoute l'initiative citoyenne, sans retirer la précédente. Et puis dans le texte dont vous parlez, là, moi, j'ai carrément supprimé l'article 11, parce que je trouve que l'article 11, qui n'institue que des référendums à l'initiative du prince, c'est-à-dire à l'initiative du président et du Parlement, il est dangereux parce qu'il est césariste. Dans l'histoire des hommes, on dit césariste parce que ça permet aux chefs d'État, aux princes au sens large, de se servir du référendum comme d'un plébiscite en posant une question qui est une question à laquelle on répond que par oui, une question simple, une question évidente, et armé d'un oui massif à 90 ou 95%, c'est Napoléon III qui le faisait, il se sent légitime ensuite pour mener des politiques liberticides. Et donc, il y a quelque chose de dangereux. Le pouvoir exécutif a déjà toutes sortes de pouvoirs exorbitants, toutes sortes de pouvoirs très importants. Le fait de lui donner le référendum lui permet de passer au-dessus de tous les autres pouvoirs. En tout cas, je trouve ça discutable. Et après avoir barré l'article 11, qui me paraît dangereux, je l'ai remplacé par une série de modalités qui ne sont pas dans les projets de l'association Article 3, mais qui, à mon avis, sont à réfléchir par les citoyens, notamment les Gilets jaunes, mais ensuite ceux qui vont les rejoindre. Il faut que nous décidions ensemble quels sont les seuils à partir duquel une initiative est valide et peut légitimement déclencher une question auprès de tout le peuple. C'est à peu près la même chose que ce qui est proposé du coup à l'UP. On est à 400 000, soit 1%. Oui, à ceci près quand même que je prévois non pas une seule initiative collective comme dans tous les autres pays du monde, donc à quelques centaines de milliers de personnes, qui cette fois-ci est sans filtre. Si nous arrivons à être, disons, 400 000 personnes, nous sommes légitimes à questionner, et sans que puisse se mettre en travers ni le Conseil constitutionnel, ni le Conseil d'État, ni je ne sais quel autre, ni le Parlement évidemment, aucun organe ne peut se mettre en travers. Si nous sommes suffisamment nombreux, et c'est à nous de fixer le seuil, la question est posée au peuple, et si le peuple confirme, la décision est prise sans à nouveau qu'aucun organe puisse se mettre en travers. Mais dans ce que je propose, et ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez,
et on y a réfléchi depuis des années dans les ateliers constituants, on se dit... un homme seul, ou une femme évidemment, peut avoir une idée géniale et ne pas avoir le charisme ou l'organisation politique de réunir 400 000 signatures. Et il faudrait pouvoir repérer ces questions utiles, conformes au bien commun et à l'intérêt général, pour les faire passer comme questions posées au peuple. Et à ce moment-là, il faudrait des filtres, parce que si on permet à une personne d'être à l'initiative d'un référendum, il va y en avoir évidemment beaucoup trop. Et donc on a mis en place une chambre du référendum composée de citoyens tirés au sort. Il y en aurait par exemple une par département, et dont le boulot serait d'écouter les initiatives citoyennes pendant 1 heure. La chambre du référendum doit 1 heure à tout citoyen d'audience, pendant laquelle le citoyen expose son idée. La Chambre peut donc l'écoute, vérifie si l'idée est bonne. Si 1 heure n'a pas suffi, la Chambre peut souverainement lui demander de prendre 1 heure de plus ou 2 heures de plus, ce qu'il faut pour qu'on ait bien compris l'idée. Ensuite, la Chambre délibère et vote pour savoir si l'idée est bonne, peut être posée, mérite d'être posée au peuple ou pas. Et c'est pas un filtre oligarchique, puisque ce sont des citoyens tirés au sort, donc c'est des gens normaux qui y participent. Et si la Chambre du référendum décide que cette question, donc initiative individuelle, est utile, elle l'inscrit à l'agenda. Il pourrait y avoir en Suisse, c'est 4... Il y a 4 jours, ils votent 4 fois par an. Et donc, il pourrait y avoir 4 fêtes du référendum, donc tous les 3 mois. Chaque fête du référendum qui serait un jour férié, chômé et payé, chaque jour du référendum, on a une dizaine ou une quinzaine, ça dépend, donc des initiatives qui ont passé le filtre. Et la Chambre du référendum décide du délai. Si c'est une question qui lui semble difficile, elle décide d'un long délai pour qu'il y ait une mise en scène des conflits. La Chambre du référendum est aussi responsable de la mise en scène des conflits, du fait que toutes les opinions dissidentes apparaissent sur le débat, de façon que l'opinion soit bien éclairée. Il faut que ce soit les citoyens qui parrainent. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit les élus qui parrainent les candidats ? On est déjà dépossédés, en fait. C'est une association de malfaiteurs ou quoi ? C'est dépossédé d'entrée. Mais oui, il n'y a aucune raison pour que ce soit les élus qui se parrainent entre eux. C'est extravagant. Mais nous n'avons pas de constitution, je répète. C'est parce que nous n'avons pas écrit ce texte que nous n'existons pas dedans. Il n'y a pas de parrainage citoyen parce que les citoyens n'ont pas participé au processus constituant. Ce qui est en train de se passer, qui est nouveau, c'est que chez les Gilets jaunes et ceux qui sont en train de les suivre, c'est que les citoyens se mettent en tête d'écrire eux-mêmes ce texte. Il me semble que l'article 50, je vois bien l'intérêt... L'article 50 du traité de l'Union européenne. Oui, pour sortir de l'Union européenne, en passant par la procédure légale, la procédure prévue. Ceci dit, les difficultés que rencontre la Grande-Bretagne à sortir de l'Union européenne me font craindre le pire et me font penser qu'on ferait mieux... Et alors, je ne sais pas pourquoi c'est pas la voie que vous préférez. On ferait mieux de dénoncer le traité comme tous les traités du monde ont été dénoncés, sauf ceux qui sont encore en vigueur, mais je veux dire, c'est une banalité que de dénoncer les traités. C'est pas une catastrophe épouvantable. Il y a des tas de traités qui sont dénoncés, et il me semble que si nous étions capables, comme c'est en train de se préparer avec les Gilets jaunes, si nous étions capables de repenser notre souveraineté à sa racine, c'est-à-dire si nous sommes capables d'imposer un processus constituant populaire sans rien demander aux élus. On n'a pas besoin des élus pour établir une nouvelle constitution. Les élus ne sont pas légitimes dans un processus constituant. Ils sont jugés partis. Les élus sortent d'un processus constituant, mais ne font pas partie du processus constituant. Un processus constituant, il me semble, ça devrait être un contrat social passé entre des représentés, des gens qui ont besoin d'être représentés et qui réfléchissent au terme de la représentation pour faire émerger des représentants, mais qui en sont le résultat. Les représentants ne devraient pas faire partie du processus constituant. Et il me semble que si la population française imitait en cela, j'espère, par d'autres pays, parce que si un seul pays devient une démocratie, il risque fort de prendre les armées de l'Empire sur les reins, qui vont le réduire à rien. Mais il me semble que si des pays se mettent en tête de devenir constituants, ils vont s'émanciper d'un même geste des deux prisons, de la prison européenne et de la prison nationale. Parce que pour moi... Je ne parle pas de l'UPR, je parle de la Constitution française que je considère comme une prison. Alors je comprends, et c'est légitime, c'est peut-être vous qui avez raison, je comprends. Il y a comme une biodiversité des luttes qui est nécessaire, je crois. Il y en a qui essayent de s'émanciper par l'élection, et d'autres sans l'élection. Moi, j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à s'émanciper avec l'élection, et il me semble que si on devient constituant, et qu'on arrive à instituer un vrai RIC digne de ce nom, eh bien, on sortira de l'Union européenne par RIC.
et je devine quelques-unes de vos objections, mais quelles sont vos objections à l'idée de dénoncer purement et simplement et assez rapidement, pour se mettre à l'abri par un contrôle d'échange drastique tout de suite. Parce que là, la Grande-Bretagne est complètement exposée, elle passe sous les fourches codines de ses soi-disant partenaires européens. Qu'est-ce qui vous retient dans l'idée de dénoncer simplement les traités? Bon, vous nous aviez promis la démocratie, on ne l'a pas eu, maintenant on veut s'en aller, quoi. Je pense qu'on ne s'émancipera pas par l'élection. Donc c'est quelque chose qui nous sépare, mais bon, ça veut dire, on se bagarre chacun de notre côté. Hein. Moi, je pense qu'il faut devenir constituant, et que je pense que l'élection est antidémocratique. C'est-à-dire que par l'élection, on se fait déposséder, les peuples se font déposséder de la possibilité de décider. Ce sont des élus qui vont décider à leur place. Alors je sais bien qu'il y a des élus très valeureux, hein, j'en connais, et donc j'en veux pas aux hommes, j'en veux à la procédure qui est une dépossession politique. Quand j'élis, je renonce à voter. Je ne vais plus jamais voter. C'est celui dont je mets le nom dans l'urne qui va tout voter à ma place. Je trouve ça infantilisant, je trouve ça humiliant. Je ne veux pas être représenté, ou en tout cas je voudrais décider moi-même des termes de la représentation. Je voudrais écrire moi-même, ou je voudrais que des congénères qui me ressemblent, donc qui ne soient pas candidats à l'élection, qui ne soient pas des gens qui veulent tout décider à la place des autres. Je voudrais que nous décidions des termes de la représentation de façon à ce que nous n'ayons rien à craindre de nos représentants. Je voudrais que nos représentants soient à notre service et soient pas capables de nous asservir. Et donc je ne pense pas que nous puissions nous émanciper par cette procédure que je trouve infantilisante. Mais je pense que, quelle que soit notre décision, que nous décidions de nous abstenir, de voter A ou B ou C, de toute façon, je pense que ça ne changera rien sur l'essentiel de notre domination au niveau international dans cette grande prison qu'est l'Union européenne. Donc, mais par contre, il me semble qu'il y a des intérêts secondaires, donc pas nuls, à voter pour l'un ou pour l'autre. Notamment, et je le dis depuis toujours, hein, par l'élection, nous avons le moyen d'aider des petits candidats. Je prends ça moi, sans aucun sens péjoratif évidemment, mais les candidats que nous considérons comme valeureux et qui ont peu de chance parce qu'ils passent peu dans les médias, peu de chances de gagner, nous pouvons les aider en leur donnant des voix, on conduit l'État à leur donner de l'argent. Et cet argent va leur permettre de résister, et si on trouve qu'ils résistent bien, ça n'est pas rien. Donc ça ne permettra pas... Donc quand je dis que c'est pas par là qu'on s'émancipera, je pèse mes mots, je pense que c'est pas par là qu'on s'émancipera, d'autant que le Parlement européen est un Parlement croupion qui n'a pas de pouvoir, qui est cornaqué par le Conseil des ministres. Mais c'est pas parce que c'est pas comme ça qu'on s'émancipera qu'il faut pas voter. Moi, j'ai jamais dit de s'abstenir. Hein. Je pense qu'il faut. Et la dernière fois, j'ai voté Mélenchon. Ce coup-ci, je voterai Asselineau. Ce sont mes deux préférés. Donc, vous nous soutiendrez. Vous soutiendrez la liste de l'UPR. Oui, absolument. D'accord. Surtout que je regrette, et vraiment je le regrette, je ne comprends pas vraiment pourquoi, le mouvement de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon vient de dire juste après les élections qu'il n'était plus question de sortir de l'Union européenne. Et ça me paraît tellement profondément contradictoire, alors qu'il ne le disait pas avant, il ne le disait pas comme ça. C'est de l'hypocrisie. Et donc, alors de l'hypocrisie, je ne sais pas, c'est peut-être... Et comme vous le disiez vous-même, hein, je comprends, ceux qui se bagarrent pour gagner une élection doivent faire avec la réalité. Or, la réalité, compte tenu du matraquage médiatique, c'est que la plupart des gens, aujourd'hui, notamment les gens qui ne sont pas politisés, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. On leur dit tous les jours que ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, c'est des xénophobes, des racistes, des fascistes. Et donc, les gens ne veulent pas. Et donc, les gens ne vont pas voter pour ça. Et donc, je comprends les gens qui en rabattent un peu, si tu veux. On parlait de vertu quand même en débutant cette rencontre. La vertu d'un homme politique, c'est d'annoncer... non, mais c'est pas vicieux non plus. C'est pas de l'absence de vertu. Ça pourrait être de la part changer de cap, Mélenchon. C'est un changement de cap radical. Pour moi, il faut... c'est une question de vertu pour le coup. Parce que arguer un discours qui paraît séduisant parce qu'on se rend compte qu'il faut faire un virage pour des questions électorales, c'est une forme d'hypocrisie, c'est une forme en tout cas de manque de vertu. Là, je vais me faire l'avocat du diable. J'arrive à imaginer que Mélenchon et son équipe, voyant que la population complètement intoxiquée par les médias n'est pas prête du tout à voter pour quelqu'un qui dira honnêtement il faut sortir de l'Union européenne parce qu'elle croit que c'est dangereux parce qu'elle est intoxiquée par les médias, des gens qui veulent gagner l'élection, je comprends qu'ils en tiennent compte. C'est-à-dire qu'ils se disent on va déjà accéder au pouvoir et puis on va progressivement éclairer l'opinion pour que cette opinion change. Et ça n'est pas forcément hypocrite, ça peut être, c'est pragmatique.
Tout à l'heure, vous parliez de grande tradition démocratique en Grande-Bretagne, mais je ne suis pas d'accord du tout. Hein. Enfin, bon, vous devinez quoi, hein, puisque pour moi, l'élection est antidémocratique. Donc, ils ont une grande tradition de gouvernement représentatif, donc de l'élection. De liberté publique, quand même. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la démocratie, ça. Hein. C'est les libertés publiques. On peut très bien être dans un système antidémocratique avec des libertés publiques, et c'est notre cas. C'est vrai. C'est-à-dire que le peuple n'a aucun pouvoir politique. Le peuple n'a aucun pouvoir. Alors là, je vous mets au défi de me donner le pouvoir politique du peuple, quel qu'il soit. Il n'y en a pas. C'est chez les Russes. Ah oui, RT. Mais les Russes assurent un service public de résistance à l'oppression aujourd'hui. Malheureusement, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui, voilà. Oui, on n'a pas besoin d'eux. Ce qui est en train de se passer avec les Gilets jaunes, là, c'est une insurrection tout à fait pacifique, unitaire, qui font attention à ne pas se laisser diviser par la zizanie politicienne ou syndicale. C'est tout à fait stratégique et décisif. C'est historique comme processus. Ils sont constituants. Ils veulent le RIC, c'est-à-dire donc, quelque chose qui est constituant et qui est absolument décisif pour leur souveraineté, et ils ont cessé de le réclamer. En tout cas, ils sont en train de cesser de le réclamer. C'est-à-dire quand ils ont commencé à dire messieurs les élus, messieurs nos maîtres, est-ce que vous voudriez nous donner le référendum ? En même temps, ils se sont rendus compte que ça n'allait jamais arriver, et ils se sont mis à faire ce qu'ils font en ce moment, c'est des ateliers constituants. Donc c'est absolument historique. Ces gens-là sont en train de faire ce que nous devrions tous faire, ce qu'ils font est exemplaire, et pour que ça se fasse, nous n'avons besoin ni des élus, ni des journaux. Ma question, c'est plus de savoir demain. On est s'émanciper tout seul. Un adolescent ne demande pas à ses parents d'être libre. Il prend sa liberté. Ouais, j'en profite effectivement avant de conclure cette belle rencontre. Voilà, donc le livre d'Étienne Chouard qui est sorti aujourd'hui, qui est le premier volet, l'aspect théorique de votre travail, si on peut dire, de ces 15 dernières années. Qui sera suivi dans quelques jours d'un cahier d'exercices pratiques pour écrire nous-mêmes la Thank you.